Comment réagit-on face à un mensonge quand on est en conscience de richesse et quand on est en conscience de pauvreté? Alors, le mensonge, c'est désagréable, hein. Quand on découvre la vérité alors que quelqu'un nous a menti, alors qu'on lui faisait confiance. C'est un petit peu ça, hein, le concept. On fait confiance à quelqu'un, cette personne nous dit des choses et puis on s'aperçoit que c'est pas vrai et qu'il s'est passé autre chose. Bon, alors, du coup, on se sent trahi, on se sent... Donc, c'est lié à la notion de trahison. Mais le mensonge en lui-même, eh bien, souvent, les personnes en conscience de pauvreté ont l'impression qu'elles se sont fait arnaquer, qu'on a abusé d'elles, qu'on a abusé de leur crédulité, de leur naïveté. Et donc, elles vont pointer du doigt la personne qui a proféré cet abus. Comme si le mensonge devait ne pas exister. Bon. Alors, on va regarder un petit peu ce que c'est que le mensonge, mais déjà, quand on est dans une conscience de pauvreté, on voudrait que le mensonge n'existe pas, ou n'existe pas, pour être juste grammaticalement. On voudrait que le monde soit exempt de tout mensonge pour pouvoir avoir des relations honnêtes et authentiques. Ok? Est-ce que c'est possible ou réaliste? Eh bien, pas vraiment. Donc ça veut dire que le mensonge existe. Oui. Maintenant, quand on est dans une conscience de pauvreté, déjà qu'on a du mal à s'investir dans une relation, si en plus c'est une relation où on nous raconte des cracks, au bout d'un moment, on ne sait plus sur quel pied danser, on ne sait pas comment réagir, comment se positionner, comment investir, et donc on va être sans arrêt sur le qui-vive parce qu'on a peur. On a peur de se faire avoir, on a peur qu'on nous mente. Voire on va être suspicieux d'un mensonge possible parce qu'on nous a déjà menti par le passé, même si la personne n'est pas la même. C'est-à-dire qu'en gros, un employeur, en gros, ça rejoint sur l'adage qui dit chat échaudé craint l'eau froide. Je crois que c'est ça, hein, de mémoire. Je ne suis pas très à l'aise avec certains dictons populaires, pourtant ils sont pleins de sagesse. Et en gros, l'idée, c'est de dire quoi? On a vécu une expérience où on nous a menti, et comme on nous a menti, eh ben, on n'a plus envie de subir ce moment désagréable où on découvre la vérité et où on se sent trahi. Ça fait une espèce de décharge électrique dans la colonne vertébrale où on a des picotements dans le visage. Enfin, c'est vraiment, le monde nous tombe sur la tête, quoi. On découvre qu'on nous a menti alors qu'on faisait confiance. Oh, et là, waouh, c'est très difficile à vivre. Et quand on est dans une conscience de pauvreté, et je l'ai été, et j'ai connu des adultères aussi où la personne me mentait en face, hein, donc je suis passé par là, ne vous inquiétez pas, ce que je vais vous dire, c'est du vécu. Donc, quand on est en conscience de pauvreté et qu'on découvre un mensonge, on va le prendre directement dans l'ego. Droit dans l'ego, droit contre soi. Il m'a pris pour un con, ou elle m'a pris pour un con, elle a abusé de moi, je peux pas lui faire confiance, je peux plus faire confiance à personne, et on devient hyper méfiant, hyper vigilant. Et donc, dans la relation d'après, on va devenir éventuellement jaloux, alors que la personne n'a rien à se reprocher. Mais comme on a déjà souffert avant d'un mensonge, on va être suspicieux du moindre truc qui sonne de travers pour se dire non, mais attends, il y avait des red flags, je les ai pas vus, alors maintenant, je vais faire attention au moindre red flag. Mais du coup, on fait encore plus attention, on est en hyper-vigilance au lieu d'être en vigilance normale, ou même d'accepter que le mensonge fait partie de la relation humaine. Un petit peu comme une entreprise qui fait des gains, des pertes, elle accepte qu'il y ait des pertes. Voilà. Si vous investissez en bourse, par exemple, vous pouvez vous réjouir de vos gains, mais vous savez que vous aurez des pertes. Parce que, allez voir la vidéo d'avant, je joue, je perds, je paye. Ok, donc je joue, je perds, je gagne, tant mieux, je perds, je paye. Voilà. Et bien, dans les relations humaines, vu que le mensonge fait partie des relations humaines, ça veut dire que ça peut arriver. Ok. Alors après, qu'est-ce qu'on est prêt à accepter ou pas comme type de mensonge? Donc, avec quelle ampleur? Parce que quand, en effet, vous avez des personnes qui ont menti sur leur situation financière et qui sont complètement mythomanes et qui vous font croire qu'ils sont hyper riches alors qu'en fait, ils ont fait plein d'emprunts et que vous vous mariez avec, que vous retrouvez avec les dettes de la personne, la vidéo que je vous propose, elle est forte de café, hein, c'est dur à avaler ce que je vais vous dire. Je peux comprendre. Pour autant, la dynamique qui sous-tend tout ça reste la même. C'est-à-dire qu'on nous a menti, on a découvert la vérité a posteriori, et puis du coup, on ne voudrait pas revivre cette situation-là. Et plutôt que de se dire, je vais grandir et considérer quelle est la part de mensonge que je suis prêt à accepter dans les relations humaines que je vais avoir, on va se dire, ok, et sentir aussi quand la personne nous ment, mais l'accepter quelque part. Eh bien, quand on est en conscience de pauvreté, on va refuser tout mensonge. C'est-à-dire qu'on a souffert d'un mensonge et on voudrait absolument qu'aucun mensonge ne soit de nouveau possible dans n'importe quelle relation, qu'elle soit professionnelle, amicale, amoureuse, et même avec les enfants, etc. Et on sait très bien que ce n'est pas possible. C'est-à-dire qu'on a tellement peur de se faire avoir quand on est en conscience de pauvreté qu'on va devenir despotique dans le comportement humain et on va exiger des autres qu'ils aient un comportement inhumain parce que mentir fait partie de l'être humain, quoi qu'on en dise. Alors, il y a différents degrés de mensonge et différentes formes de mensonge, on est bien d'accord, mais je parle juste du mensonge dans son concept. Le mensonge, s'il existe, c'est parce qu'il a une utilité. Mais au lieu de se poser la question de quelle serait l'utilité du mensonge dans cette situation-là, eh bien, on va en vouloir à l'autre de nous avoir menti. Pour autant, quand je vous dis que le mensonge, c'est humain, il y a un mensonge qui est le pire de tous. Et c'est probablement le plus dur à déceler. C'est probablement c'est quasiment impossible de s'en rendre compte. Et quand on le découvre, souvent,
on passe des jours ou des semaines à s'en remettre. C'est très difficile. Si vous avez une petite idée, mettez dans les commentaires. Faites pause dans la vidéo et mettez dans les commentaires de quel type de mensonge il s'agit. Je vais vous les dévoiler là dans un instant. Les pires mensonges qui existent et que j'ai pu voir à travers les 4000 séances de coaching que j'ai faites dans ces 9 dernières années et toutes les personnes que j'ai accompagnées aussi en coaching collectif, le pire mensonge qui puisse exister dans la psyché d'une personne, quand elle s'en rend compte, c'est le mensonge que l'on se fait à soi-même. Et celui-là, pour s'en rendre compte, eh ben, c'est pas facile. C'est-à-dire que le mensonge que l'autre nous fait quand on découvre la vérité, on va dire, allez, c'est un petit peu facile de s'en rendre compte, on peut pointer l'autre du doigt, dire « c'est lui le méchant, moi je suis le gentil ». Et oui, on est souvent le gentil de son histoire. Et on est souvent la personne honnête, authentique, etc. Mais il y a des mensonges qu'on se fait à soi-même. Les fameux mensonges qu'on se fait en se disant « ouais, c'est bon, ça passe, ça va le faire », alors qu'on a plein de red flags devant les yeux. Hein. Non, 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 mais on se ment à soi-même. Puis au final, on en prend plein la tronche. Les red flags, vous connaissez. Et oui, après coup, on s'en rend compte, ça fait mal. Hein. Ouais, bah, c'est des mensonges qu'on s'est fait à soi-même. Et il n'est pire mensonge que ceux qu'on se fait à soi-même, parce que on ne peut pas s'en rendre compte. Et même, c'est encore pire, si quelqu'un nous en parle et nous dit « attention, tu es en train d'aller là-dedans, tu es en train d'aller droit dans le mur, tu es en train de vivre ça », on va envoyer bouler la personne en disant « je t'ai rien demandé. Laisse-moi dans mon récit, laisse-moi dans mon mensonge ». Et on va préférer un récit plutôt que de se confronter au réel. Et c'est ça le problème du mensonge. Quand on est en conscience de pauvreté, on va se raconter une vision du monde où on arrêterait de perdre, où les gens seraient gentils, où on vivrait au monde des bisounours, où tout le monde se ferait des câlins, où il n'y aurait personne qui aurait besoin de mentir, jamais, et que les relations seraient toutes authentiques, et surtout qu'on serait capable d'avoir des relations authentiques avec les autres, alors qu'on n'est pas toujours authentique avec soi-même, mais ça, passons. Hein. Et bon, ça, c'est pas très grave. C'est-à-dire qu'on est soi-même dans des relations hyper binaires, hyper tranchées, et on dit, ouais, alors cette personne, si elle m'a menti, elle dégage, cette personne, si elle me dit tout le temps la vérité, je peux la garder dans mon entourage, donc on a un coup près. On tranche, mais on aimerait que les autres nous pardonnent quand on fait des petites erreurs. Par exemple, il y a un manque de réciprocité, un manque d'honnêteté finalement. Donc on se ment à soi-même. On se dit non mais moi je suis quelqu'un de bien, je suis quelqu'un d'honnête, je suis quelqu'un de gentil. Ouais, on se rend pas compte à quel point, enfin moi en tout cas je me rendais pas compte quand j'étais en conscience de pauvreté et que je ne supportais pas le mensonge, à quel point je me mentais à moi-même et je pouvais être despote dans la relation à l'autre en exigeant de l'autre qu'il soit mieux que ce que moi j'étais moi-même. On n'a pas conscience de ses propres mensonges à soi-même, parce qu'on est dans son propre récit. Alors qu'est-ce qui fait, quand on est en conscience de pauvreté, qu'on entretient ce récit et qu'on refuse de regarder que le mensonge fait partie de la réalité? Le mensonge de l'autre, hein, j'entends, mais le mensonge de soi-même envers soi aussi. Qu'est-ce qui fait qu'on a du mal? Eh bien, c'est le fait d'avoir construit un récit. Quand on construit un récit du monde, on fait tout ça. On a tous un modèle du monde dans notre tête. Avec notre mental, on va créer un modèle du monde avec des croyances causales, des croyances globales, avec notre héritage éducationnel, avec nos expériences personnelles, avec aussi l'époque dans laquelle on grandit. On ne pense pas aujourd'hui de la même manière qu'on pensait il y a 500 ans. Parce qu'on ne vit pas dans le même monde. On ne vit pas dans la même dynamique. On ne vit pas dans la même temporalité. On n'a pas le même soutien matériel. On n'avait pas de voiture il y a 500 ans, par exemple. Donc se déplacer à cheval, c'était quelque chose. Se déplacer aujourd'hui en voiture, c'est normal pour tout le monde. Aller regarder un film le soir, c'est normal pour tout le monde. Ouais, il y a 500 ans, un film, ça n'existait pas. Hein. Donc les gens, le soir, à la veillée, c'était pas la même chose, les soirées à la maison. Bref, donc il y a plein de choses qui changent comme ça, mais on croit que ça a toujours existé parce que ça existe pour nous et on le prend comme acquis. Donc on va se construire un récit du monde à travers toute notre expérience, à travers toute notre éducation, à travers finalement toute notre souffrance aussi, et à travers tout ce qu'on a traversé, on va se construire un modèle du monde. Et souvent, on ne se rend pas compte, mais au lieu de se dire bah, je vais vivre une expérience et je vais construire mon modèle du monde à partir de là, on a hérité d'un modèle du monde et on va faire en sorte que nos expériences confirment ce modèle du monde. C'est-à-dire que même si on voit des choses qui matchent pas, qui marchent pas, eh ben on va faire en sorte de quand même déformer la réalité pour que ça corresponde à notre récit. Pourquoi? Parce que si ça sort de notre récit, on se sent en insécurité. On appelle ça la dissonance cognitive. Donc si on se raconte, par exemple, que tous les hommes sont, allez, je vais prendre une croyance assez répandue, tous les hommes sont des salauds ou sont des lâches, par exemple, et qu'on rencontre un mec vachement bien. On se dit, ouais, mais lui, c'est l'exception qui confirme la règle, ou alors il n'est pas pour moi, ou alors... Non, mais ça ne peut pas exister. Bah oui, mais forcément, si vous pensez que tous les hommes sont des salauds, bah vous allez vous intéresser qu'aux salauds, parce que les autres, vous n'allez pas les voir, parce qu'ils vont faire péter votre système de croyance, ils vont faire péter votre récit. Et c'est pas possible de les intégrer là-dedans. Pourtant, il y a des hommes vachement bien. Il y a des femmes super aussi. Je ne suis pas en train de classer les uns ou les autres par rapport aux uns ou aux autres. Je suis en train de dire, quand on a une croyance, notamment une croyance globale, et qu'on est dans une conscience de pauvreté, on va avoir du mal à considérer ce qui se passe, avoir un sas de considération dans lequel faire rentrer quelque chose qui va venir invalider une croyance pour aller modifier cette croyance ou compléter cette croyance avec autre chose. Pourquoi? Parce qu'on est en telle insécurité que modifier une croyance ou compléter une croyance va venir nous mettre en dissonance cognitive, va venir nous déstabiliser tellement, nous déranger tellement que ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et on va confirmer que le monde est pourri, que les gens sont pourris, et finalement on va auto-entretenir comme ça
une conscience de pauvreté. Alors que la conscience de richesse, ça marcherait dans l'autre sens, c'est de dire, OK, bon, peut-être que les expériences que j'ai eues n'étaient pas fantastiques, mais peut-être qu'il y a des gens extraordinaires à découvrir et que si je suis un peu ouvert, je pourrais découvrir des gens fantastiques, sans en espérer trop. Parce que si je m'ouvre, mais que j'espère que, oh là là, j'espère qu'enfin j'aurai trouvé le prince charmant ou la femme parfaite, et qu'à chaque fois je me ramasse la gueule, je mets un tel enjeu dans la relation qu'à chaque fois je paye tellement cher que j'ai plus envie de m'ouvrir. Donc forcément, j'entretiens la conscience de pauvreté. Mais quand on est suffisamment ouvert à la discussion, quand on est suffisamment ouvert à la découverte d'expériences qui peuvent venir invalider ce qu'on croyait. C'est-à-dire, par exemple, je me suis rendu compte à un moment donné que moi, j'avais eu comme croyance éducative que toutes les personnes riches étaient forcément malsaines, narcissiques, intéressées, superficielles. Bref, par rapport à la richesse financière, j'avais développé tout un système de croyances. Et puis un jour, dans mon parcours, j'ai rencontré une des personnes les plus riches qui m'était donné de croiser. Et elle était incroyablement sympathique, ouverte, disponible, agréable. Elle avait des valeurs fortes. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est pas l'argent qui pervertit, c'est les gens pervers qui ont de l'argent sont incroyablement désagréables. Mais les gens agréables qui ont de l'argent sont incroyablement agréables. C'est-à-dire qu'en gros, je me suis rendu compte à ce moment-là que l'argent n'était pas ce qui pervertissait. L'argent était un amplificateur de valeurs et de personnalité. Et il y a des gens riches qui sont financièrement, qui sont incroyablement agréables. Et là, ça marche super bien. Et il y a des gens pauvres qui sont incroyablement désagréables. Et là, ça marche pas bien non plus. Donc on voit bien que tout ce rapport au mensonge, c'est quelque chose qui est compliqué parce que si on a l'impression que la personne va nous mentir, eh bien, c'est souvent pour se donner raison à soi et pour être dans le vrai pour soi. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de se mentir à soi-même? Et c'est là où c'est difficile. Donc quand on est dans une conscience de pauvreté, le mensonge est insupportable parce qu'il va venir entacher le peu de confiance qu'on a en l'autre et le peu de confiance qu'on a en soi. Déjà qu'on n'a pas grand-chose en réserve, si en plus on vient taper dedans, alors là c'est super violent. Et quand on est dans une conscience de richesse, on considère le mensonge différemment. C'est-à-dire que le mensonge est quelque chose qui fait partie du monde. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis que le mensonge est universel et que ça fait partie de l'être humain? Alors, déjà, il y a le mensonge qu'on se fait à soi-même pour rester dans le récit, ce que je viens d'expliquer. Mais il y a aussi le mensonge un petit peu plus surfacique, un petit peu plus bénin, un petit peu moins profond, qui est le mensonge qu'on observe chez les enfants, par exemple. Tous les enfants, à un moment donné, se mettent à mentir. La fameuse question, tu t'es brossé les dents? Oui? Alors qu'en fait, l'enfant ne sait pas brosser les dents. Tu t'es lavé les mains? Oui? Avec du savon? Oui? Et l'enfant est en train de mentir. C'est-à-dire que l'enfant, à un moment donné, va être confronté à l'autorité qui va lui demander quelque chose, et il va être poussé à dire quelque chose qui n'est pas vrai. Et tous les enfants font ça. Et ce n'est pas forcément des gens pervers, ces enfants qui font ça. Attention, pas du tout. Ce n'est pas des petits diablotins. Non, non, non. C'est des humains comme tout le monde. Et à un moment donné, quand une autorité va leur demander, sous forme d'inquisition, de rendre compte de quelque chose qu'ils n'ont pas fait, alors qu'ils savent que, du fait qu'ils ne l'aient pas fait, ils sont coupables de ne pas l'avoir fait, et bien pour se dégager de cette culpabilité, ils vont créer un mensonge. C'est-à-dire qu'un mensonge, c'est un rempart entre la confrontation au réel ou à l'autorité ou à la crainte de se prendre une sanction. Donc pour éviter de se prendre une sanction, c'est-à-dire je joue mais je ne veux pas perdre. Donc je joue, ok, mais j'assume pas, donc forcément je vais créer un mensonge pour éviter de prendre cher et de payer derrière. Et donc je vais créer le mensonge comme un rempart, comme une protection. Le mensonge a ça d'intéressant dans la construction de la psyché, qu'il va permettre de se protéger de quelque chose qui va soit me coûter cher, soit coûter cher à l'autre. Donc on va mentir pour protéger, soit pour se protéger soi, soit pour protéger l'autre. Par exemple, il y a des gens qui savent que leur conjoint a un cancer parce qu'ils ont eu les résultats et qui vont dire à l'autre non mais ouais, bon, t'as une maladie un peu forte, mais je pense que tu vas t'en sortir et tout, c'est bon, voilà, ça va le faire, j'ai confiance en ta force de vie, etc. Parce qu'on sait qu'il y a aussi l'effet placebo ou nocebo quand on a un effet diagnostique, quand on nous annonce quelque chose. Donc, ou alors vous vivez quelque chose de difficile, mais pour protéger votre mère ou votre père qui est en fin de vie et qui est dans une situation délicate, vous allez éviter de lui dire, pour pas qu'elle s'inquiète pour rien. Parce qu'en effet, l'inquiétude va faire qu'empirer sa situation à elle, et elle est impuissante face à votre situation. Donc vous allez mentir par rapport à vous-même. Donc là, le mensonge a une fonction de protection. Qu'est-ce qu'on protège? C'est ça la vraie question. Donc la personne qui est en conscience de richesse, quand elle constate un mensonge, elle va se dire, ok, qu'est-ce que la personne a cherché à protéger? Est-ce qu'elle a cherché à se protéger, elle, de mon courroux, parce que si elle m'avait dit la vérité, j'aurais tellement mal réagi qu'elle s'en serait pris plein la tronche, et elle a eu peur de ça? Ça veut dire que je ne suis pas vraiment ouvert d'esprit. Ça veut dire que peut-être que je peux accepter un petit peu plus la réalité de l'autre plutôt que d'avoir moi mon insécurité et lui dire surtout tu viens pas me dire mon insécurité parce que sinon ça va pas aller. Notamment pour les histoires de tromperie par exemple. Combien de personnes découvrent ouais mais tu m'as trompé mais t'es un salaud. Ouais mais si je t'avais dit que je m'ennuyais dans la vie sexuelle qu'on a et que j'avais envie d'aller voir ailleurs, est-ce que tu l'aurais supporté?
On peut se poser la question. Parce que si on dit les choses en amont, c'est-à-dire si au lieu d'utiliser le mensonge, on utilise une relation authentique, ça veut dire qu'on est capable de dire les choses désagréables. Mais les choses désagréables, si on n'est pas capable, nous, de les recevoir, l'autre va chercher à nous protéger en ne nous le disant pas. Puis au bout d'un moment, elle étouffe, elle fait cocotte minute, puis elle va avoir besoin de vivre par derrière ce qu'elle ne peut pas vivre par devant. Donc le mensonge est une manière de nous protéger, nous. Donc moi, si je suis dans une conscience de richesse et que je m'aperçois qu'on m'a menti, plutôt que de le prendre comme un préjudice qu'on m'a fait, je me dis, OK, à quel endroit j'ai pas laissé l'espace dans la relation pour que la personne ait la liberté de me dire ce qu'elle aurait peut-être préféré me dire plutôt que de se mettre dans cette situation où le mensonge a été son dernier rempart. Puisque le mensonge est un rempart. Donc je vais considérer que la personne m'a menti comme un rempart et je vais me dire, OK, à quel moment est-ce que, quand j'étais en relation avec cette personne-là, je ne lui ai pas laissé assez d'espace pour me livrer honnêtement les choses? Parce que je peux vous assurer que dans une relation, quand on a suffisamment de sécurité intérieure pour entendre des choses désagréables et que l'autre se sent la liberté de nous le dire, mais qu'est-ce que ça apaise la relation de pouvoir se dire les choses? Franchement, c'est pas facile à dire, c'est pas facile à entendre, mais une fois que c'est dit, ça fait du bien. On crève l'abcès, comme on dit. Hein. Donc quand on est dans une conscience de richesse, eh bien, on constate un mensonge, et là, on va se dire, OK, en quoi ce rempart a-t-il été utile pour l'autre? Et est-ce que j'ai une part de responsabilité par rapport à ça, ou est-ce que ça vient de son enfance? Et à ce moment-là, je vais apprendre à choisir mes relations de manière différente la prochaine fois. Parce que, pourquoi pas? Un mensonge, en tout cas, c'est humain. Et au lieu de juger le mensonge comme étant inhumain, on va l'accepter. On va accepter qu'il y ait des mensonges dans n'importe quelle relation qu'on a, mais par contre à des degrés un petit peu différents, ou en tout cas on va veiller à ce qu'il y ait suffisamment d'espace pour que la personne n'ait pas recours au mensonge pour se protéger ou pour nous protéger nous-mêmes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dans la prochaine, on va parler du jugement. Donc comment est-ce qu'on réagit à un jugement quand on est en conscience de richesse ou quand on est en conscience de pauvreté, pour que vous puissiez vous situer. Attention, disclaimer quand même, c'est un peu important ce que je vais dire là, c'est toutes ces vidéos sont là pour vous aider à vous situer et voir les domaines dans lesquels vous avez des progrès éventuellement, ou alors vous êtes déjà en conscience de richesse et c'est extraordinaire, vous pouvez vous appuyer là-dessus. Ou alors vous avez peut-être des choses à travailler, et pourquoi pas, mais ce n'est absolument pas pour générer de la culpabilité ou pour vous donner la sensation d'être moins bien que d'autres. Pas du tout, c'est pour vous donner des pistes de travail pour pouvoir développer une conscience de richesse, pour pouvoir modifier non pas juste une croyance, mais peut-être un ensemble de croyances, une posture, pour pouvoir changer de positionnement, changer de point de vue par rapport aux choses, pour vous rendre compte aussi que finalement, vous n'êtes pas une victime, vous n'avez pas développé une forme de paranoïa par rapport à tout ce que vous avez vécu qui a été désagréable. C'est peut-être une aptitude à changer de point de vue ou de positionnement qui est intéressante à travailler, et c'est dans ce sens-là que je vous propose cette série de vidéos. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, ça me fera toujours plaisir. Ou mettez un commentaire pour faire vivre les algorithmes. Et sur ce, je vous retrouve très vite pour la prochaine sur le jugement. À bientôt, ciao.